Ok. Bonjour, bonjour mes amis. Rebonjour en fait. J'étais tout à l'heure avec Arnaud Rio et maintenant je suis en compagnie de Mathieu Labonne et d'Olivier Claire. Bonjour Mathieu, bonjour Olivier. Bonjour Anna, bonjour Olivier. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Bonsoir, Alors, selon l'heure. Hein. Oui, c'est plutôt bonsoir que bonjour, c'est vrai. Alors, je vais juste vérifier que tout va bien au niveau que nous voit, que nous entend. Donnez-moi quelques instants. Si à chaque fois, j'ai besoin de vérifier ça. Bon, pour l'instant, je ne vois pas. Je rafraîchis la page. Savoir que si vous êtes là. Ah non, pas encore, je ne vois pas. Ah oui, si, maintenant c'est bon. Il y a déjà 60 personnes qui se sont connectées. Alors, Mathieu et Olivier, j'aimerais commencer cette interview pour vous demander comment vivez ce moment un peu unique que nous sommes en train de vivre. Alors, moi, à titre personnel, j'habite dans un éco-village qui est à côté de Chartres. Donc, je fais un peu partie de ces privilégiés qui vivent à la campagne, qui ont accès à un grand jardin. Voilà, j'ai la chance d'avoir une maison agréable. Et comme on vit en collectif, on a fait le choix du confinement collectif. Donc, on est en fait, on est confiné, on respecte bien les règles, mais on a fait le choix de le faire à plusieurs. Aussi parce qu'il n'était pas forcément facile de le faire individuellement dans la situation de nos modes de vie, avec tout ce qu'on partage au quotidien. Donc, on est en fait confiné à un peu plus de 30 personnes, voilà, avec sans interaction avec l'extérieur, hein, comme toute personne confinée. Donc voilà, donc je me sens plutôt privilégié. Il y a quand même évidemment des petits défis que génère cette situation, hein, que ce soit professionnellement ou au niveau de l'organisation sur place. Mais voilà, je suis bien installé et je vis ça bien. Et en même temps, voilà, je me sens très concerné par ce qui se passe ailleurs. J'essaie évidemment d'être actif à l'échelle locale, là où je peux être solidaire de certaines situations. Et voilà, et dans le cadre de Colibri, on essaie de pas mal réfléchir à ce qu'on peut proposer. Donc ça suscite pas mal d'échanges, avec l'envie de pas forcément non plus trop se précipiter au-delà des urgences sanitaires et peut-être humaines qu'il peut y avoir, mais d'essayer voilà, d'en profiter aussi pour se poser des questions un peu en profondeur, sachant que ça va durer plusieurs semaines, donc on a le temps aussi de réfléchir à l'après. Tout à fait. Et pour toi, Olivier? Je rebondirais sur ce que disait Mathieu, à savoir que je m'estime privilégié de vivre ça à la campagne, d'avoir un jardin, de pouvoir sortir. On est 4 à la maison en ce moment. Je dirais que je vis ça pour l'instant très sereinement à titre personnel, même s'il y a beaucoup d'inconnus, puisque comme plein de personnes évidemment qui nous écoutent et partout en France et dans le monde, c'est tous les revenus des mois à venir qui s'envolent en fumée quand on est indépendant. Mais voilà, je pense que le parcours de vie fait qu'il y a quelque chose de confiant et que ce qui m'intéresse, on le disait juste avant de démarrer, ce qui m'intéresse, c'est de sortir mes antennes, je dirais, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la vie attend de nous, qu'est-ce que cette situation nous donne l'occasion de développer. Je vois en fait ce qui se passe, l'image qui me vient la plus simple, c'est comme si on vient de vivre 30, 40, 50 ans dans une jolie bulle de verre, la bulle humaine, voilà, nous complaire de notre vie, notre science et tout ça, puis tout d'un coup, il y a une brèche qui se fait. Et j'aime bien la notion de brèche parce que beaucoup d'évolutions se font par des brèches. Et dans cette brèche, quelque chose peut s'infiltrer. De nouvelles idées, de nouvelles choses qui n'arrivaient pas à percer cette bulle de verre. Tout d'un coup, on voit ça de partout. Alors, avec beaucoup de diversité, hein, le pire et le meilleur, mais mine de rien, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer. Et ça, je trouve ça très intéressant. Après, j'ai fait le choix de proposer depuis jeudi dernier 3 réunions Zoom par semaine gratuites pour ceux et celles qui ont envie de partager un moment, pour proposer des outils, pour avoir un temps de méditation. Il y a beaucoup de choses comme ça qui s'organisent et je pense que les gens qui sont seuls ou les gens qui sont dans la peur ou dans la colère, c'est des choses qui peuvent aider à mieux vivre ce moment.
Tout à fait. Alors, je vous invite à vous, mes chers auditeurs, au public, mes chers auditeurs, de nous aider à partager cet échange en cliquant sur j'aime. Plus il y a des j'aime, plus cet échange arrive à plus de personnes. Donc, aidez-nous. Vous pouvez aussi le partager sur votre mur. Et comme ça, le live est en direct aussi sur votre mur, hein, aussi pour vous. Et si vous avez des questions, que ce soit pour Olivier ou que ce soit pour Mathieu, je vous invite à les poser maintenant parce qu'avec Arnaud, et à chaque fois, ça nous arrive la même chose. Les questions commencent à arriver un petit peu en retard et après, on n'a plus le temps. On va passer plus ou moins 45 minutes ensemble. Depuis ce matin, les conférences de Mathieu Labonne, des oasis de vie pour un changement de société et celle d'Olivier Clerc, changer d'histoire pour changer de vie, sont disponibles dans le sommet de la conscience. Pour vous inscrire à sommetdelaconscience.com et vous recevez tout de suite l'accès aux conférences. Et si vous êtes déjà inscrit, allez voir ces deux magnifiques conférences. Et j'invite à te poser une question, Mathieu, justement entre ta conférence et l'actualité. Ta conférence, que ça soit celle de cette année, mais les années présentes sont presque prémonitoires. Tu parles de ce qui va se passer et là, on est en train de vivre ce que tu as un peu prédit dans tes conférences et encore celle de cette année, elle est très, très d'actualité. Alors, je parlais pas forcément de prédiction, hein, parce que… Non, bien sûr que non. Si vous avez vu la conférence… C'est sûr que notre système, ça on le sait depuis longtemps, il est très fragile. On parle beaucoup des fragilités avant tout écologiques, hein, avec la question climatique notamment. Voilà, on est en train de vivre une de ces fragilités. C'est le début de beaucoup d'autres, hein, qui peuvent se passer. Donc moi, j'ai l'espoir qu'on en tire quelque chose de positif. Donc c'est pour ça aussi que ce qui est important, c'est de témoigner dans ce moment-là, là, par rapport à la conférence de cette année sur la question des oasis, donc de tous ces écolieux qui fleurissent un peu partout, hein. On recense plus de 1000 lieux en France dans notre réseau, qui sont beaucoup des éco-villages avec entre 5 et 20 familles classiquement qui habitent ensemble dans chacun des lieux. Ces lieux-là, en fait, vivent globalement très bien cette situation, même s'ils sont évidemment très concernés par la difficulté que vivent beaucoup de gens, y compris les soignants, bien sûr. Mais moi, je reçois beaucoup de témoignages de ces lieux qui finalement ont beaucoup de gratitude d'avoir fait ces choix de vie. Donc, remercie d'avoir pu créer ces lieux-là avant. Et nous, on espère que ça va du coup inciter beaucoup plus de lieux à se créer. En tout cas, beaucoup de lieux ont fait justement le choix d'un confinement collectif par rapport à ça. Donc, j'ai des témoignages d'à peu près une bonne vingtaine de lieux qui nous envoyaient un peu des longs textes sur ce qu'ils vivaient. En tout cas, moi, je suis convaincu que pour être plus résilient à l'avenir, la question du local va être assez cruciale, de pouvoir s'organiser pour répondre à nos besoins, aussi bien à niveau alimentaire que de lien social et de solidarité. Et là, on y est très, très confronté. Hein. Cette solidarité locale, elle est vraiment essentielle, hein, que ce soit pour aider ses voisins, pour aider les personnes qui ont des jeunes enfants à s'occuper aujourd'hui. Voilà, et qu'il faut pouvoir structurer ça, s'organiser à l'échelle locale entre citoyens pour trouver une façon d'être moins dépendant finalement de ces grands systèmes mondiaux. Donc là, en l'occurrence, quelque part, c'est à la fois une crise dramatique parce qu'elle fait des morts, mais elle est quelque part peut-être une répétition par rapport à d'autres crises qui pourraient avoir lieu. Donc je pense que c'est important d'en apprendre beaucoup de choses, de le voir comme une opportunité aussi. Et on a vu là, je crois qu'il y a 2 millions, ou je ne sais plus, il y a un nombre impressionnant de franciliens qui ont quitté l'Île-de-France pour aller se réfugier ailleurs que dans des petits appartements en ville. Et voilà, donc il y aura sans doute beaucoup de réflexions à avoir sur comment restructurer autrement notre territoire, comment apprendre à vivre autrement. Et tant mieux, quelque part, ça peut être un des bons côtés de cette crise, si ça invite de plus en plus de gens à passer à l'action. Merci Mathieu. Et Olivier, moi j'ai regardé ta conférence ce matin et aussi tu parles dans ta conférence de cet effondrement de l'ancien monde. Mais moi ce qui m'intéresse avec toi c'est que ta conférence parle des histoires qu'on se raconte. Je me rends compte qu'en ce moment il y a plein d'histoires, il y a comme plusieurs réalités qui se chevauchent en même temps. Et que chacune est nourrie par une histoire. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît?
Oui, alors c'est vrai que l'époque, de ce point de vue-là, elle est quand même très, très intéressante parce qu'on voit tous les jours dans les médias, partout, comment chacun réinterprète finalement la situation actuelle à la lumière de sa lorgnette personnelle avec les interprétations les plus diverses, les plus contradictoires, qui vont des choses les plus noires aux choses les plus illuminées, voire carrément allumées. Euh, Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'a motivé en fait dans l'intervention que j'ai faite aujourd'hui, c'était de montrer que derrière cette multitude d'histoires différentes, d'abord, elles ne sont pas si différentes que ça, dans le sens où beaucoup d'entre elles, pour ne pas dire la majorité aujourd'hui, sont des émanations d'un tronc commun, qui est cette histoire de la séparation, cette histoire de la dualité dont parle de manière si éloquente et si limpide Charles Eisenstein dans ce livre qui va paraître prochainement aux éditions Jouvence. C'est-à-dire de se rendre compte que finalement, peu importe quels sont les acteurs qu'on met en opposition, mais on est toujours dans du contre. On est contre un virus, on est contre les labos pharmaceutiques, on est contre soi-même quand on veut évoluer spirituellement. Il y a une dynamique de fond qui est une dynamique incroyablement guerrière et qui nous habite et qui nous traverse, aussi bien dans l'agriculture, la médecine, partout, depuis des centaines d'années, sinon des milliers d'années. Et il y a une bascule qui tente de se faire. Alors après, l'unité n'est pas une idée nouvelle, on la trouve en Inde avec l'Advaita depuis très très longtemps. Mais dans sa formulation, dans sa conceptualisation, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger et qui rend ces notions-là et la façon de les traduire concrètement dans nos vies, dans nos relations, dans notre façon de nous soigner, de nous éduquer, dans nos façons de vivre ensemble, pour rebondir sur ce que disait Mathieu. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger et je trouve ça passionnant. Alors, comment on fait la transition de l'ancienne histoire à la nouvelle? C'est tout le défi. Comment on le fait individuellement, comment on le fait à plusieurs. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Et c'est là où, comme je disais tout à l'heure, je trouve intéressant quand il y a une brèche, quand il y a une sorte d'effondrement partiel, tout d'un coup, toutes ces idées qui étaient là, parce que moi, ça fait 40 ans que je baigne dans ce milieu-là. Des idées en agriculture, dans l'économie, dans la médecine, en politique, elles sont là. Il y a des tests qui ont été faits à petite ou moyenne échelle qui sont absolument passionnants, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne passe pas complètement. Il y a même des nouvelles inventions technologiques dont tout le monde sait qu'elles existent. Ben non, on continue à utiliser les mêmes vieux trucs. Et ce qui maintient tout ça ensemble, c'est cette histoire de fond. Et si à un moment cette histoire bascule, tout d'un coup, tous ces nouveaux récits, la nouvelle éducation, la nouvelle agriculture, les nouvelles façons de produire de l'énergie vont avoir un sens qu'il était difficile de leur donner jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui s'opère et je trouve ça passionnant. Vous savez, juste petit clin d'œil à Mathieu, moi j'ai vécu 11 ans dans ce qui ne s'appelait pas un éco-village à l'époque, on appelait ça une communauté. Et c'est vrai que c'est des expériences de vie absolument passionnantes de vivre autrement. Moi, je me vois à 20 ans, chez moi, à Genève, en Suisse, me dire, mais pourquoi est-ce que chacun a une tondeuse? On est dans un quartier où chacun a son modèle de tondeuse, chacun a son taille-haie. Pourquoi on n'achète pas une bonne tondeuse professionnelle et on se la partage? Pourquoi on n'achète pas un bon taille-haie vraiment solide et toi tu l'as le lundi, moi je l'ai le mardi, etc. Ça me paraissait déjà à l'époque, dans la vingtaine, une aberration complète. Et donc tout ce qui va dans le sens de réinventer un autre vivre ensemble, d'autres relations avec soi, avec la nature, avec le monde entier, je trouve ça absolument passionnant. Merci Olivier. Et Mathieu, je suis un peu surprise parce que j'allais dans mon magasin bio et je voyais des légumes qui venaient. Je le disais aux gens du magasin bio, mais je fais des cours de géographie ici dans la région légumes. Et tout d'un coup, il se trouve que la production locale française est en train d'être mise en avant et qu'apparemment on peut produire français. Quelle information tu as par rapport à l'agriculture locale en ce moment?
Alors, j'ai pas forcément d'infos plus que ce que je lis dans les médias hein, par rapport à ça, mais dans tous les cas, oui, il va falloir s'organiser autrement. Il va falloir apprendre à plein de choses. Je pense que ces défis ne sont pas que des défis logistiques. Un peu pour rebondir sur ce que disait aussi Olivier, je pense que quand on parle d'écologie, on parle effectivement de partage et mutualisation, donc on parle finalement d'un changement de posture, un changement humain avant tout qui permet ça, et un travail. Je pense que ça implique aussi une forme de solidarité aussi par rapport à nos agriculteurs. Là, en l'occurrence, on va bien se rendre compte de la nécessité aussi de revoir nos modèles, de leur donner de la valeur à ce travail de la terre, qui est un peu le fondement de notre survie. Donc, voilà, moi, je peux que me réjouir évidemment du fait qu'on voit ces légumes locaux arriver dans la biocop de chez toi, Anna, même si c'est malheureusement des circonstances compliquées. Je crois qu'aussi, il faut bien se rendre compte que si ça n'arrive pas dans les magasins bio, c'est pas qu'un enjeu de logistique ou de grande distribution, c'est aussi que beaucoup d'entre nous avons fui en fait ce travail de la terre et cette vie de la terre, et qu'aujourd'hui il va falloir, et ça c'est un enjeu fort dans la décennie qui vient, que beaucoup de gens parmi nous se remettent à cultiver, soit pour eux-mêmes ou pour leurs voisins, etc., soit en fassent leur métier. Aujourd'hui, on sait que pour passer à une agriculture entièrement biologique en France, il faudrait former près de 500 000 personnes à l'agriculture. Donc en fait, les métiers de demain sont peut-être beaucoup plus des métiers de type maraîcher que ingénieur informaticien ou autre, quoi. En tout cas, il y a un retour de ce travail manuel qui va être nécessaire, dont on s'est éloigné parce que finalement on a remplacé le travail humain par le travail des machines, notamment par l'énergie fossile, et qu'on va devoir retrouver ça. Et je pense que c'est aussi une formidable opportunité de recréer en fait des vocations, de recréer un équilibre entre à la fois le travail intellectuel et le travail manuel, et aussi des formes de solidarité à l'échelle locale. Voilà. On a cette chance d'avoir installé un maraîcher juste à côté de chez nous, qu'on soutient, et qu'on achète nos légumes. Et du coup, c'est vrai que voilà, que les magasins soient pleins ou pas, ça ne change pas grand-chose à notre capacité de résilience alimentaire. Et il faut pouvoir encourager des territoires, parce que ce n'est pas forcément des questions individuelles, c'est des questions de territoire à s'organiser. Voilà. Et ça, il y a des belles initiatives qui maintenant naissent un peu partout, hein. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui se font. Merci Mathieu. Alors, il y a une question pour Olivier qui dit « Bonsoir Olivier, depuis votre conférence de ce matin, j'ai pris conscience que j'étais dans la conscience duelle et dans un ego spirituel. Je vis un bel effondrement intérieur, mais j'ai vu être un peu perdu. Vous avez un conseil ?» Alors déjà, j'ai envie de dire, être un peu perdu, c'est normal. Et je crois que personne va passer de l'ancienne histoire à la nouvelle sans avoir ces moments où on ne sait plus où on habite, où on ne sait plus où on est. C'est l'image type, pour moi, de la transition. J'en ai deux. Au niveau technique, c'est le sas. Hein, il y a l'étape où on est dans le sous-marin, on s'enferme dans le sas, on met son équipement, on reste enfermé là-dedans le temps que l'eau monte. Et puis, quand l'eau est montée, on peut passer dans le milieu extérieur. Mais il faut ce temps d'isolement pour passer d'un milieu aérien à un milieu liquide. Dans la nature, la même image, c'est évidemment le cocon. La chenille qui veut devenir papillon, elle s'enferme aussi dans un sas qui s'appelle un cocon. Et il y a tout un temps de transformation. Donc, chaque fois qu'on fait une grande transition de vie, on a ces moments de sas, ces moments d'entre-deux. L'entre-deux typique du sas, c'est que c'est à moitié rempli d'eau, à moitié d'air. Est-ce que je mets mes palmes et mon masque ou est-ce que je l'enlève, etc. Et ces moments d'entre-deux sont toujours un petit peu inconfortables. On se demande si on a bien fait de sortir de l'ancien. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver coincé là et on a un pied d'un côté et on a un pied de l'autre. Et l'idée importante à savoir, c'est que ces transitions, elles sont plus faciles à faire à plusieurs. On parle depuis 40 ans de développement personnel et moi je dis c'est bien le développement personnel, on en a eu besoin. Je pense qu'aujourd'hui, et Aruna Lipschitz le dira aussi, on a besoin de développement collectif, on a besoin de développement relationnel, on a besoin de développement social. Porter une nouvelle histoire tout seul, c'est pratiquement impossible. Il faut être plusieurs, il faut pouvoir s'enrichir, il faut pouvoir partager ces moments de doute et de remise en question. Il faut avoir des espaces pour ça, que ce soit des espaces physiques comme des ateliers, des retraites, des moments d'échange, que ce soit des espaces en ligne comme ça se multiplie de façon incroyable depuis que ce confinement a débuté. Et puis, il y a des lectures, et puis il y a des films, et puis il y a des documentaires, et il y a des choses qui nous accompagnent progressivement, pas à pas,
sur cette transition de l'ancien au nouveau. Donc, ça prend du temps et ce temps se passe mieux si on peut être accompagné. Et de ce point de vue-là, un sommet comme ce que tu fais, Anna, comme ce qui se passe là, c'est plein de clés. C'est l'occasion de discuter avec d'autres gens. C'est des éclairages différents, complémentaires. Certaines interventions nous touchent plus que d'autres selon notre sensibilité, là où on en est dans cette transition. Mais c'est tout cet ensemble, finalement, qui contribue à faire ce chemin. Puis une dernière petite chose, parce que je lisais aussi un petit peu les choses dans le chat. Il y a quelques questions qui m'ont été posées par rapport à des références que j'ai données dans ma conférence. Vous trouvez ça dans les commentaires en dessous de la conférence. À défaut, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur Facebook, je vous répondrai personnellement. Merci Olivier. Et Mathieu, il y a une question pour toi. Il dit, pensez-vous qu'une nouvelle écologie humaine se présente dans ce nouveau monde et sous quelle forme? Moi déjà, je voudrais dire que par rapport à la situation qui arrive, il se passe à la fois des choses positives et à la fois des choses très négatives. Et je pense que c'est un peu le reflet globalement de ce qu'on vit dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire, je voudrais pas... voilà, je suis plutôt témoin des belles choses qui sont en train de se passer, mais il se passe aussi des choses terribles. Donc moi, je ne sais pas dire à l'issue de cette crise si ce qui va l'emporter, c'est une envie de changement, une envie d'une nouvelle forme d'écologie, ou si c'est au contraire le plus rapidement possible de revenir au monde d'avant. Et je vois aussi cette grande envie qui émerge partout de le plus rapidement possible, à coups de milliards et autres, combler ce qui vient de se passer et rapidement continuer notre course vers une croissance infinie. Moi, j'ai l'impression que c'est là où justement le principal enjeu, il va être pour chacun d'entre nous, de profiter de ce temps de confinement pour essayer de faire face, de le voir comme une opportunité, effectivement, de se questionner sur sa vie. Et je pense que ce qui peut effectivement faire la bascule plutôt d'un retour à comme avant, à plutôt quelque chose qui va évoluer, une nouvelle écologie qui s'organise au niveau de la société, c'est aussi toutes ces personnes, nous tous, qui allons pouvoir faire des choix dans les prochains mois. Évidemment, il faut que ça prend du temps de faire ces choix. Donc moi, je ne sais pas si une nouvelle écologie humaine va émerger de cette crise. En tout cas, je sais que de plus en plus de gens, on est de plus en plus nombreux à aspirer à ces modes de vie. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, à la fois comme personne ayant cette démarche individuelle, mais aussi dans le cadre de mon travail, c'est d'essayer d'accompagner ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit être de plus en plus nombreux à franchir ce pas d'une écologie qui doit s'incarner dans nos choix de vie et qui s'incarne non seulement pour nous, mais qui s'incarne aussi pour les autres parce qu'elle montre des exemples. Voilà. Et je pense que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de belles choses qui se passent, mais on est encore très nombreux à pas vraiment aller jusqu'au bout de ce changement de mode de vie et qu'il faut vraiment profiter de ces opportunités que nous offre la vie de changer plus rapidement. Voilà, donc moi, j'ai envie de nous encourager à ça parce que je suis à la fois plutôt optimiste, mais en même temps, il y a des parties de moi qui me disent que ce qui va émerger de cette crise n'est pas forcément que positif. Il y aura aussi une crise économique, de l'austérité qui va être générée par les puissances publiques du monde entier derrière, et que si on ne s'est pas préparé à vivre ça, à être moins dépendant de ce système global, il y aura aussi beaucoup de souffrance. Donc, je pense que c'est le moment d'y aller. Ouais. Et comment on peut se préparer à ça? Je pense qu'on peut se préparer. Bon, déjà, là, on a un temps d'intériorité privilégié. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi pour chacun de se poser ces questions, de profiter pour méditer, pour prier, pour se relier aussi à ce qui est essentiel pour nous. C'est aussi, il y a des magnifiques témoignages de personnes qui, du coup, ont tout d'un coup beaucoup plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, de prendre soin des personnes âgées de leur famille, etc. Donc, aussi se reconnecter à ça, sortir un peu de ce rythme effréné dans lequel on vit pour beaucoup au quotidien. Et ensuite, je pense que ce sera de faire des choix. Et ces choix, ils peuvent passer par remettre en question certains de nos besoins, remettre en question nos modes de vie d'aujourd'hui. Voilà, profiter en fait de ce temps-là. À la fois, c'est un grand défi, ce qu'on vit, mais c'est un grand défi de pratiquer pour des gens qui ont une démarche spirituelle, de pouvoir observer ce que ça nous fait et peut-être de se rendre compte de beaucoup de choses qu'on pense être indispensables et qui ne le sont pas. Voilà, de revenir à de l'essentiel. Donc, moi, je pense que ce moment est aussi une aubaine pour ralentir et se poser ces questions.
Tout à fait, tout à fait. Et toi, Olivier, on parlait tout à l'heure que ces moments, en tout cas, moi, j'ai du mal à me projeter. Je suis comme, je vis jour par jour. Est-ce que ce moment, c'est une invitation à vivre le moment présent? Oui, alors ça, pour le coup, oui. Je pense que tous autant qu'on est, pour l'instant, on ne peut pas se projeter. On ne sait pas combien de temps ce confinement va durer. Une fois qu'il sera terminé, on ne sait pas dans quel état sera l'économie, à quoi chacun va vouloir consacrer les moyens financiers qu'il aura à ce moment-là. Donc, il y a une inconnue considérable. Et cet inconnu, on peut y réagir par la peur, avoir peur de quoi demain sera fait. Et Dieu sait si ce virus de la peur double beaucoup le virus proprement dit. Hein. Ou ça peut être une occasion, et je pense que pas mal de méditations qui sont proposées en ligne vont dans ce sens-là, de se dire, ok, effectivement, l'avenir, on ne le contrôle plus. Et le contrôle, c'est une des obsessions de notre société. On a voulu contrôler la nature, on a voulu contrôler la santé, on veut contrôler les autres. On met des caméras partout. On est dans une société qui est une obsédée du contrôle. Et là, tout d'un coup, on ne contrôle plus rien du tout. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant et je pense que c'est une occasion, on l'a saisie ou pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on m'avait dit que l'idéogramme en chinois, qui veut dire crise, est composé de 2 idéogrammes, un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité. Une crise, c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux, mais c'est aussi une formidable opportunité. Donc là, on a l'occasion de passer à autre chose. Et du coup, moi, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Tu parlais sur le moment présent et après tu passais sur le... Merci. Effectivement, pour moi, c'est une formidable opportunité de se relier à plus grand que soi, de se dire, attends, mais nous, on a cru qu'on était tout seul sur Disneyland et que la Terre, c'était un vaste parc d'attractions où il y avait plein de choses rigolotes à faire à droite et à gauche. Aucune idée que ce monde est vivant, aucune idée qu'on fait partie de ce vivant, qu'on y est intrinsèquement relié. Et là, tout d'un coup, on a cette occasion-là. En tout cas, pour moi, c'est une belle occasion à saisir, de se dire, attends, mais je fais partie de la Terre, je fais partie de ce monde, de la nature, de ces océans, de cette atmosphère. Et si la Terre, comme disait James Lovelock dans l'hypothèse Gaïa, et si la Terre était un organisme vivant? Et si moi j'étais simplement une cellule d'un de ces organes, cet organe il s'appelle l'humanité, cet organe il est censé jouer quel rôle? Et moi en tant que cellule de cet organe, qu'est-ce que je peux faire? À quoi je peux contribuer? Et si au lieu de juste voir ma vie, mes préoccupations, etc., pendant un moment, chaque matin en me réveillant, je me relie par la pensée à la vie avec un V majuscule, au vivant, à cette planète, ou pour ceux qui ont envie encore à une dimension plus spirituelle, plus cosmique. Ben là, je trouve qu'il se passe des choses extraordinaires, parce que quand on sort de notre point de vue purement humain et qu'on essaye de se relier à l'ensemble du vivant, il y a quelque chose d'autre qui transparaît. Et on peut, aussi paradoxal que ça puisse paraître, on peut toucher un endroit de confiance et de sérénité absolument incroyable. Et vous savez, ce qui est joli, c'est qu'on s'appelle des êtres humains, et que humain, ça vient de humus, la terre. Voilà. Donc humain, humus, et ça a aussi donné le mot humilité. Et l'humilité, c'est probablement une des choses qui nous fait le plus défaut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est tellement convaincu d'avoir une technologie formidable, d'être la seule espèce intelligente sur la planète, et là, on se prend une sacrée leçon d'humilité, puisqu'un tout petit machin ridicule, invisible à l'œil nu, est capable de nous mettre à l'arrêt. Leçon d'humilité, l'humilité, ce n'est pas l'humiliation, l'humilité, c'est avoir conscience de faire partie de quelque chose de tellement plus grand, tellement plus vaste que nous. Et c'est l'occasion à ce moment-là d'y trouver vraiment sa juste place. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il y a des fenêtres ouvertes devant nous, il y a un carrefour, il y a des croisements, et que si on n'est pas trop pris par des souffrances personnelles, par des tensions qui existent, et très concrètement pour certains, on vit tout ça différemment, ça peut être l'occasion d'explorer des chemins différents. Ça peut être l'occasion de se dire, mais qui sommes-nous sur cette planète? Quel rôle sommes-nous appelés à jouer? Qu'est-ce que la vie est en train de nous dire ou de nous demander en ce moment? Tout à fait. Pardon, tu avais fini? Oui. Ah, ok, merci Olivier.
Alors, Mathieu, tu disais tout à l'heure que tu étais un petit peu pas très optimiste si le changement qu'on croit, le nouveau monde qui est en train d'émerger, ça allait vraiment s'installer, parce qu'il y avait aussi la tentation de recréer tout ce qu'on connaît. Et j'imagine, moi, je senti comme, je te jure, quand tu l'as dit, je senti comme une espèce de panique, tu vois. Et pour ceux qui ressentent cette panique et qui veulent faire des pas vers ce nouveau monde, quel genre de questions on a besoin de se poser, quel genre d'actes on a besoin de poser aussi? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des actes, mais il y a aussi un positionnement intérieur par rapport à ça. Moi, je pense que ce que nous montre aussi cette crise, c'est que le réel a une dimension tragique, qu'on le veuille ou non. J'aime beaucoup le livre Une dimension tragique. Emmanuel Desjardins a écrit un très beau livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Prendre soin du monde, survivre à l'effondrement des illusions. Tout à l'heure, Olivier parlait de cette volonté de contrôle qui est un des grands mots de notre société aujourd'hui. Je pense que oui, malgré le fait que le monde a une dimension tragique, le bonheur est possible. Et il ne se trouve pas dans la satisfaction de tous nos désirs, il se trouve dans autre chose. Donc je pense qu'il y a déjà, avant les actes, il y a aussi effectivement cette démarche spirituelle, ce qui nous rassemble, je pense, chacun d'entre nous, qui est assez essentielle pour essayer de trouver de la joie, quelles que soient les circonstances extérieures. Et donc ça, c'est ce travail qu'on veut faire. C'est pour ça que moi, je ne me sens pas pessimiste du tout, je suis même plutôt un optimiste en général. C'est juste que je ne veux pas m'auto-entrer dans l'idée que tout va aller mieux plus tard, ce qui serait à peu près la même pensée que celle qui domine le monde de la croissance, où il y aura plus tard, je n'en sais rien, et quelque part, mon bonheur ne doit pas dépendre de ce résultat-là. C'est-à-dire que voilà, je dois essayer de trouver dans la vie, dans ma démarche spirituelle, l'occasion d'être heureux, quelles que soient les circonstances. Et je ne sais pas ce que va être l'avenir. Après, au-delà de cette position-là intérieure, qui aide finalement à être moins dans la réaction que dans l'action, c'est-à-dire que déjà ne pas réagir, mais dans l'action, c'est-à-dire ne pas faire parce que le monde va mal, mais aussi pour ce que j'aime, pour ce qui a du sens pour moi, pour ce qui est beau. Voilà. Donc déjà, ça modifie beaucoup la couleur de nos actions si on agit non pas en réaction avec le système qu'on n'aime pas, mais plutôt pour ce qu'on aime. Donc finalement, la première chose à faire déjà, c'est d'identifier ce qui nous rendrait plus heureux, ce qui nous permettrait de cultiver notre démarche personnelle et le soin de nos enfants, de nos proches. Et ça, la réponse, je ne crois pas qu'elle soit identique pour tout le monde. Je pense qu'il y a avant tout un questionnement à se poser à titre individuel, dans un équilibre entre notre temps passé pour notre démarche personnelle, pour prendre soin de nos proches par rapport au temps qu'on passe dans nos loisirs ou dans nos activités professionnelles. Donc ça peut impliquer des changements de mode de vie, de ralentir, ou en tout cas de revoir certaines priorités. Et après, au niveau de nos actions, je pense que la plus grande des pratiques spirituelles dans la vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle la vigilance, le mot Shraddha en Inde qui résume beaucoup de la démarche spirituelle de l'hindouisme. Donc cette vigilance du quotidien, dans chacun de mes actes, dans chacun de mes besoins que j'essaie de satisfaire, d'être un peu à l'écoute de ce que la vie me demande, de ce qui me paraîtra le plus juste. Donc ça peut s'incarner évidemment dans la question alimentaire, sur la question de son lieu de vie, sur la question de la façon dont on se déplace, de limiter nos déplacements. Ça va être de toute façon, à cause du virus ou pour d'autres raisons plus tard, à mon avis, une nécessité. Voilà, donc finalement, de cultiver cette vigilance pour être capable de se remettre en question tout en gardant en tête que ce désir que je veux satisfaire, c'est pas forcément ça qui va me rendre heureux. Si je suis capable de trouver mon bonheur indépendamment de cette opulence, de cette abondance du mode de vie occidental moderne aujourd'hui, quelque part, les crises qui vont arriver, elles ont des dimensions tragiques, mais le fait que ça nous invite à une forme de sobriété, ce ne sera pas forcément tragique pour nous. Alors que pour des gens aujourd'hui, le fait d'imaginer avoir moins, de moins se déplacer, ça peut être une souffrance énorme. Donc je pense que c'est avant tout ça, c'est créer notre propre résilience personnelle, donc un besoin de sobriété. Je pense que peut-être je devrais dire ça en termes d'action, c'est réfléchir à une sobriété et d'organiser à l'échelle de nos vies. Voilà, c'est peut-être la priorité, je pense, numéro 1 dans nos actes. Merci. Et toi, Olivier, je reviens à nouveau au récit qu'on se raconte avec des questions par rapport à la peur.
Cette peur, elle est aussi, tu l'as dit au début de l'interview, elle est aussi nourrie par tous ces récits. Comment faire pour changer ces histoires? Alors, c'est intéressant que tu parles de la peur, parce qu'effectivement, quel est le ciment de nos histoires? Ce sont nos émotions. Donc, travailler uniquement sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, ça ne suffit pas, parce qu'on est rattrapé par nos émotions. Donc, si je suis dans la peur, je vais chercher un récit, une histoire qui conforte cette peur. Si je suis en colère, je vais chercher tous les éléments qui justifient que j'ai bien raison d'être en colère, parce que de toute façon, il se passe ci et ça. Donc, je vais aller chercher des récits en général qui vont alimenter et intensifier ça. Alors, comment est-ce qu'on travaille aussi sur le plan des émotions? Ce qui est intéressant, c'est de voir justement l'enchevêtrement des deux, nos histoires et nos émotions, et de se dire, si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? La peur aujourd'hui, c'est la peur de manquer, c'est la peur de se retrouver dans une dèche économique pas possible. La peur, pour certains, c'est la peur de tomber malade, c'est la peur de mourir. Et derrière ces peurs, il y a encore une couche plus profonde, et cette couche, elle touche beaucoup à notre insécurité. Notre insécurité, elle nous questionne sur qu'est-ce qui fait que je peux me sentir en sécurité dans ce monde-là. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent? Mais avoir beaucoup d'argent, ça ne m'empêche pas de tomber malade. Sur quoi je fonde ma sécurité? Et en fait, notre sécurité, on l'a beaucoup fondée sur le matériel, avoir de l'argent, avoir une maison, avoir. Mais une sécurité qui est fondée sur l'avoir, tôt ou tard, elle foire parce que ce que j'ai peut m'être repris. Si ma sécurité elle est fondée sur ce que je suis, ce que je suis fait partie de moi. Et ce qui se passe en ce moment, encore une fois, c'est une opportunité d'aller chercher une autre base à notre sécurité, un autre fondement. Les gens qui pratiquent la méditation, les gens qui sont dans un chemin d'intériorité, ils touchent progressivement quelque chose en eux qui leur donne un sentiment de sécurité qui n'est plus du tout lié à la taille de leur maison, à la taille de leur compte en banque, à leurs réserves, etc. Elle est liée à une confiance en la vie. Mais cette confiance en la vie, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans la société où nous vivons qui nous l'amène. On est en guerre contre la vie, on a même des antibiotiques. La vie, la nature, c'est dangereux, il faut la maîtriser, il faut la contrôler. Le corps, il peut tomber malade de manière complètement hasardeuse, nous dit-on. Et il y a une autre histoire, il y a une histoire qui est une histoire de confiance, il y a une histoire qui est une histoire d'intérêt, il y a une histoire d'interdépendance, où on se rend compte que le vivant n'est pas ce qu'on nous raconte depuis des siècles, quelque chose dont il faut se méfier, quelque chose qu'il faut combattre, quelque chose de dangereux. Et le meilleur moyen d'accéder à tout cela, c'est de vivre une expérience qui va nous faire toucher ça du doigt directement. Parce qu'on peut lire beaucoup de livres, mais il y a quelque chose en nous qui dit « ouais, c'est bien joli, mais j'y crois pas ». Voilà. Jusqu'au jour où on vit une expérience qui va nous faire toucher du doigt de première main directement. Ah oui, les choses peuvent être comme ça. Je reviens à ce que je connais, mais les cercles de pardon que j'ai développés depuis 7 ans, ce qui me touche le plus, c'est quand les gens, au bout de 2 heures, tout d'un coup, ils ont déjà simplement changé de regard sur l'humain. Parce que les yeux dans les yeux, face à X personnes présentes, tout d'un coup, ils ont touché la beauté de l'humain, la grandeur de l'humain. On n'arrête pas de nous raconter que l'homme est un loup pour l'homme. On n'arrête pas de nous faire peur les uns par rapport aux autres. Il y a un moment où c'est ce regard sur l'humain qui va devoir changer. Et ce regard, il ne change pas qu'avec des lectures, que de manière intellectuelle. Il change quand on vit une rencontre, un moment de partage, quelque chose qui, tout d'un coup, vient faire une brèche dans notre histoire en disant « mais non, finalement, l'être humain, ce n'est pas ce que je croyais. » Ou la nature, ce n'est pas ce que je croyais. Il y a un moment où il faut être touché au plus profond de soi. Et si je peux faire une dernière petite parenthèse, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. On est dans un monde où, pour l'instant, on a tout misé sur l'intellect, sur l'instruction, sur le savoir. On a quelque chose qui s'appelle l'éducation nationale. Le nom est usurpé. C'est de l'instruction nationale. C'est du savoir, Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'élévation morale, éthique, etc. Au-dessus de l'instruction, il y a ce niveau d'éducation, mais qui implique déjà un engagement de tout l'individu, pas juste sa tête, mais ses valeurs et quelque chose de plus profond. Et puis au-dessus de l'éducation, il y a encore un 3e niveau, qui est ce qu'on appelle l'initiation. Et l'initiation, quand on a touché de tout son être, cœur, âme, esprit, jusque dans ses cellules, quelque chose de différent, que ce soit dans une marche sur le feu, que ce soit dans une retraite, que ce soit dans un long jeûne, que ce soit
dans une multitude de ces occasions qui sont proposées aujourd'hui à qui veut bien les trouver, eh bien là, il y a quelque chose qui change à tous les étages et on n'est plus jamais le même. L'instruction, c'est, je te dis, le feu brûle. L'initiation, c'est je te mets la main 2 secondes sur une bougie et tu sauras pour toute ta vie ce que c'est le feu. C'est plus une abstraction, tu l'as senti dans ton corps. Et aujourd'hui, c'est la grande carence. On vit dans une société où il n'y a plus d'initiation, où il n'y a plus de rituel, où il manque ces choses qui vont inscrire en nous quelque chose de profondément différent et qui va nous changer à jamais. Tout à fait, merci. Alors, Mathieu, tu as 2 casquettes parce que d'un côté, tu es directeur de l'association Colibri et d'un autre côté, tu es aussi directeur ou président, je ne sais pas, du Centre AMA. Coordinateur. Je t'invente des postes qui n'existaient pas. Et j'entends que nous sommes dans un moment important dans notre vie, au niveau écologique, au niveau de tellement de niveaux, mais je crois qu'avant tout, cette crise est une crise spirituelle, ou que nous avons besoin de la spiritualité pour la dépasser. Ah oui, bien sûr, oui. Bah moi, je pense que c'est mon grand centre d'intérêt, quoi, de relier la question de la spiritualité à la question de la vie dans le monde, et particulièrement la question de l'écologie, mais c'est pareil sur la question de la solidarité ou d'autres questions. Moi, je suis convaincu, je crois, sans doute comme beaucoup d'entre nous, que la question écologique, elle vient justement nous questionner sur des choses beaucoup plus profondes que simplement notre consommation, etc. Elle vient nous questionner sur notre rapport au monde, sur aussi ce qui est l'ordre de l'essentiel pour chacun d'entre nous. Et elle vient questionner ça de plein de façons différentes. Elle vient le questionner à la fois dans notre relation à la nature, mais aussi dans notre relation aux autres humains. Parce que tout à l'heure, on en parlait, c'est-à-dire que la grande clé, je pense, d'un changement écologique de la société passe justement par un retour du faire ensemble et du vivre ensemble. C'est-à-dire c'est à des échelles collectives, à des petites échelles collectives, par opposition peut-être aux échelles nationales ou internationales, qu'on pourra structurer des modes de vie différents. Et dès qu'on parle d'organisation collective à l'échelle locale, on parle forcément de la question de l'humain. On parle de notre capacité à partager, notre capacité à entendre l'autre, à essayer de le comprendre, à communiquer aussi. Et tout ce travail sur soi qui permet finalement de laisser un peu de côté en gros le fonctionnement de l'ego, le j'aime et j'aime pas, qui constitue notre ego, tous nos likes and dislikes, on dit en anglais, donc toutes nos préférences et à l'inverse ce qu'on n'aime pas. Si on arrive quelque part à les travailler pour non plus faire ce qu'on veut, mais faire ce qui est juste, du coup, on devient plus capable de vivre en groupe. Dans les ashrams d'Ama, Ama prend souvent cette métaphore d'une machine à laver dans laquelle on mettrait des silex bien coupants. Et finalement, c'est un peu la métaphore de la communauté. Et la machine, elle tourne. Et en tournant, tous ces silex se polissent les uns les autres. Et le faire ensemble, le vivre ensemble, est à la fois une merveilleuse opportunité de travailler sur soi, et donc du coup de grandir intérieurement. Mais à l'inverse, c'est par justement cette croissance intérieure, ce développement intérieur, cette recherche spirituelle, qu'on va être mieux capable de s'organiser et de vivre ensemble. Et ça, on le constate aujourd'hui dans les lieux collectifs qui marchent le mieux, à des échelles un peu grandes, pas forcément pour 4 ou 5 familles, mais au-delà de 15 familles, disons, on voit que ce qui fait qu'un collectif arrive à bien fonctionner, c'est le fait qu'il y ait effectivement un ciment communautaire qui est en général d'ordre spirituel. C'est qu'il y a un sentiment de fraternité. C'est pas forcément de l'amitié ou c'est pas forcément du voisinage, mais c'est un sentiment de fraternité. Et je pense que retrouver ce sens-là de la fraternité passe justement par le fait de se connecter non pas simplement à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais aussi à ce qui fait ce lien humain entre nous. Voilà, ce sentiment d'être tous des maillons d'une même grande chaîne et d'être finalement interdépendants à des échelles locales. Donc oui, je suis convaincu que l'écologie n'est pas un enjeu technologique, n'est pas un enjeu non plus politique, en tout cas pas la politique à des grandes échelles, même si évidemment ça joue beaucoup. C'est avant tout un enjeu dans notre organisation collective locale qui passe par un travail sur nos émotions, sur nos capacités à accueillir l'autre, à prendre soin de l'autre aussi. Voilà. Et peut-être tout à l'heure, j'ai cité le livre d'Emmanuel Desjardins qui s'appelait « Prendre soin du monde ». J'aime bien mettre ça en opposition avec le fait de vouloir changer le monde.
justement, c'est que l'écologie est souvent vue comme un combat militant, c'est-à-dire on combat quelque chose, alors qu'en fait, je pense que c'est une erreur, en fait, même s'il faut effectivement militer sans doute contre des choses horribles. Aujourd'hui, il y a besoin, au contraire, d'arrêter de cliver la société et d'arriver à se réunir. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les clivages que peuvent aussi créer ces crises qu'on vit sont presque plus dramatiques que les crises elles-mêmes. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin justement de reparler à son voisin, même s'il pense différemment, de prendre soin de lui, même s'il pense différemment. Voilà, de recréer ce lien humain et de dépasser justement nos préférences, nos idéologies qui peuvent nous séparer au lieu de nous rapprocher. Merci, c'est beau. Alors, Olivier, pour finir, parce qu'on va bientôt arriver à la fin, quelle jolie histoire on peut se raconter aujourd'hui? Comment on peut voir ça et qu'est-ce qu'on peut se dire? Quelle lecture de paix, cette fois-ci, on peut faire de cette situation que nous sommes en train de vivre? J'écoutais Mathieu parler et je me faisais la réflexion en analysant tout ce qu'on vient de partager là durant ces 45 minutes. Je me disais, en fait, c'est chouette, on a parlé, on a évoqué finalement 3 plans. On a évoqué l'écologie, c'est-à-dire le plan de l'environnement. On a évoqué l'humain, les relations qu'on tisse, le fait de vivre, est-ce qu'on vit seul, est-ce qu'on vit en groupe, en oasis. Puis on a évoqué aussi la nécessité d'une dimension spirituelle. Et j'avais vraiment l'impression d'un arbre avec les racines, le tronc, les branches, quelque chose d'extrêmement complet. J'avais fait une conférence il y a quelques années qui s'appelait La civilisation de l'homme-tronc, en disant pour l'instant on vit comme des troncs, des moi, des je, qui sont écoupés d'une dimension de transcendance, nos branches, et coupées de nos racines, c'est-à-dire le contact avec l'environnement. Et je trouve joli que dans ce qu'on vient d'échanger là, finalement, il y a ça qui ressort, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de la bulle purement humaine, quand je disais une brèche dans cette bulle de verre dans laquelle on vit depuis des décennies, tout d'un coup on se dit « Ah tiens, mais c'est vrai, il y a le sol en dessous de moi, puis ah tiens, il y a au-delà de mes écrans et tout ça, il y a le ciel, il y a les étoiles. » Et je pense que là où les nouvelles histoires, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer un nouveau dogme, la vie, c'est la diversité. Il y aura une diversité d'histoires, il y aura toujours une infinité. Mais je pense qu'il y aura un noyau commun, il y aura un esprit qui va nous permettre de relier ces 3 plans, de se rappeler qu'on vit sur une planète dont on dépend, de se rappeler qu'on est lié à un plan spirituel qui n'a pas besoin d'être quelque chose d'ésotérique, de mystique, mais juste la vie qui nous parcourt tous et qui est déjà tellement mystérieuse en soi. Et puis nous rappeler ce mot que je pense qu'elle serait joli de terminer là-dessus, le mot fraternité qu'a prononcé Mathieu. Parce que le grand enjeu, c'est ça, liberté, égalité, fraternité. On peut avoir des lois qui imposent la protection de la liberté. On peut avoir des lois qui défendent l'égalité, mais pas la fraternité. On n'imposera jamais la fraternité par la loi. C'est un élan du cœur, c'est une construction, c'est une prise de conscience, c'est un défi quotidien. Et à ce moment-là, on aura à la fois le plan horizontal, le lien avec les autres, et on aura le plan vertical, l'enracinement dans la terre et le lien avec le ciel. Merci Olivier. Alors, un mot pour finir. Je crois que vous avez tous les deux, je ne sais pas si j'ai bien compris, des propositions que vous faites en ce moment. En tout cas, toi Olivier, je me rappelle des 3… Oui, je propose des réunions Zoom. La prochaine est demain à 13h pour essayer des horaires différents parce qu'il y a tellement de choix que les gens, des fois, ne savent plus à quoi se connecter. Donc, j'avais fait une fois à 18h. Cette fois, je la fais de 13 à 14h demain. Il y a des références sur mon blog et sur ma page Facebook. Ça sera le lundi, mercredi et vendredi. Merci Olivier. Et pour toi, Mathieu? Alors, moi, il y a 2 choses. La première, c'est dans le cadre de l'ONG d'AMA, qui s'appelle Embracing the World France, ETW France. Pour ceux qui suivent AMA ou qui la connaissent, sur le site de ETW France, vous avez des accès à des enseignements qui sont aussi donnés en direct ou en différé. Et puis même les pratiques, notamment les chants le soir du centre AMA sont projetés en direct pour ceux qui veulent. C'est aussi une belle occasion pour nous de développer des moyens numériques qu'on utilisait assez peu. Et là, tout d'un coup, de découvrir qu'il y a plein de gens qui suivent ces pratiques à distance avec nous. Et puis, côté Colibri et Oasis, il y a un MOOC, donc une formation en ligne sur la permaculture, sur le site colibri-université.org. C'est l'occasion peut-être de se former pour l'après. Donc, ceux que ça intéresse, voilà, il est gratuit, accessible en ligne. Donc, vous pouvez le suivre facilement.
Voilà. Et puis donc sur le projet Oasis, j'en ai pas dans la vidéo de la conférence, mais on est vraiment en train de démultiplier ces projets. Et pour ceux qui en ont la capacité, il y a la coopérative Oasis, donc c'est coopérative-oasis.org, dans lequel ceux qui ont un peu d'épargne, s'ils veulent aider des lieux qui sont en train de se construire à se financer, c'est possible d'aller contribuer. Voilà, c'est une possibilité qui est sans doute moins risquée que passer son argent à la bourse ou dans une banque. Mais voilà, en tout cas, ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder ces sites-là. Voilà. Et puis de toute façon, on est à disposition pour tous ceux qui ont des projets ou des questions. Merci à vous deux. Et je vous rappelle que la conférence de Mathieu Labon des oasis de vie pour un changement de société et celle d'Olivier Claire, changer d'histoire pour changer de vie, sont disponibles depuis ce matin. Elles vont être disponibles encore demain. Donc, je ne sais plus qu'on est dimanche. Voilà, et elles vont être disponibles jusqu'à mardi. Je suis complètement perdue. Mardi à 7h. Mais il n'y a pas que les conférences d'Olivier et de Mathieu. Il y a aussi celle de Marie-Lise Labonté qui devait être ici ce soir, mais qui n'a pas pu être de nous, qui s'appelle l'enfant émotionnel en nous. Et aussi Ken et Brigitte, au-delà des expériences spirituelles temporaires, comment vivre durablement la conscience éveillée. Et aussi celles d'hier sont disponibles, donc c'est l'abondance, il y a plein de choix que vous pouvez faire. Donc, je vous remercie à vous deux et je vous remercie aussi le public qui était là, qui a envoyé plein de remerciements, de questions qu'on ne va pas pouvoir, on était 300 personnes qu'on ne va pas pouvoir répondre. Mais voilà, beaucoup de choses ont été dites et je suis un peu d'accord, je suis très d'accord avec toi, Olivier, que sans nous mettre d'accord, on a touché ces trois plans et c'est vraiment magnifique. C'est génial. Un grand merci à toi aussi, Anna, pour tout ce que tu fais, pour l'animation de ce soir et à toute ton équipe qui permet de réaliser cette belle aventure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Anna et merci à tous pour vos partages. Super. Merci. Et je vous dis à demain à 18h. Je n'ai pas encore les noms des personnes qui vont être ici présentes, mais ça va être génial, comme à chaque fois. Hier soir, je l'ai dit, je ne sais pas qui va être ici, mais ça va être génial et c'est le cas. Bon, voilà, ça sera la même chose demain. Donc, à 18h demain pour encore un échange en conscience. Au revoir et merci beaucoup. Et partagez, rappelez-vous, partagez, parce que c'est magnifique. Je trouve que c'est d'une qualité ce que nous venons de partager. C'est un échange de haut vol et que ça mérite de que beaucoup de personnes soient touchées par cette conscience que toi, Mathieu, et toi, Olivier, vous nous avez montré ce soir. Partagez. Merci. Au revoir. Merci, Mathieu. Merci à tous. Merci, Olivier.